Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire dédié aux ressources humaines et à l'emploi. Alors j'ai la joie d'avoir quand même un certain nombre d'intervenants avec moi qui vont m'accompagner ce matin sur cette table ronde. Tout d'abord Stéphanie à ma gauche, et je vais me faire en plus le plaisir de pouvoir annoncer ces intervenants. Donc Stéphanie, présidente de l'Oralba Conseil, une ESN basée à Aix-en-Provence, et présidente également de Beninsoft. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Ensuite, à distance, nous avons Emmanuel Germani, qui est à la fois DRH, DSI de Caporal, mais aussi présidente de l'ANDRH Provence. Ensuite, à ma droite, vous avez Bruno Jonchier. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Directeur régional de l'APEC. Et à nouveau, à distance, on a Mathieu, directeur de région IBM Centre Méditerranée. Et enfin, donc bonjour Mathieu. Bonjour Emmanuel, c'est bon le son? Bonjour, oui, Parfait. Tout va bien, on vous entend. Et le dernier, Clément Poirier, Bonjour. qui est lui chercheur, bonjour Clément, chercheur chez Moodwork, une start-up dans les ressources humaines. Bien, donc ravi, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, moi je suis votre humble serviteur ce matin, donc Alexandre Stourbe, directeur général du LabRH. Ressources humaines et emploi, en fait c'est un vaste sujet l'emploi dans les ressources humaines et on a eu un peu de mal à trouver un angle. Maintenant, l'emploi, on ne peut pas ne pas parler de la crise de la Covid qu'on a vécue, qui a clairement bouleversé le monde de l'emploi et surtout comment le marché de l'emploi va se comporter demain. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, donner quelques chiffres et je vais laisser la parole d'abord à Stéphanie, parce qu'en plus de tous les titres que j'ai annoncés, tu es aussi membre du Syntec et tu vas pouvoir nous donner quelques chiffres du Syntec sur le marché de l'emploi. Alors effectivement, le délégué régional du Syntec en région est quand même Olivier Casulot, mais je suis la référente du programme des femmes du numérique ici en région PACA. Donc le constat post-Covid est un peu mitigé. Comme vous le savez, le Syntec a plusieurs, donc notre branche professionnelle du numérique, a plusieurs entreprises. Donc nous avons les éditeurs de logiciels, nous avons les ESN et nous avons effectivement les entreprises de la nouvelle technologie. Les trois secteurs ont des chiffres complètement différents, puisque les éditeurs logiciels, on est quand même sur une croissance de plus 0,3%, alors que les ESN cette année annoncent une perte de plus de 4% de chiffre d'affaires. Et encore pire sur les entreprises de la nouvelle technologie qui sont à moins 12%. Donc 10 000 postes en danger cette année. On a des gros acteurs ici en région, sur notre territoire. Donc oui, c'est des chiffres effarants. Pour 2021, on est en plein dans le cœur du sujet sur le RH 2.0. Et effectivement, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment, mais ce sont des chiffres catastrophiques. Je rappelle juste le marché du numérique qui représente plus de 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, donc un gros impact là-dedans. Bruno, du côté du marché des cadres, puisque l'APEC est spécialisée dans l'emploi des cadres, c'est quoi les grands chiffres et les tendances du coup que vous avez de votre côté? Merci Alexandre. Pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, on est bien sur le marché de l'emploi cadre. Le constat que l'on fait, bien sûr, tous, c'est que la crise sanitaire a provoqué une crise économique sans précédent et a brutalement retourné le marché de l'emploi. Il faut savoir qu'avant mars et le confinement, nous étions sur un marché de l'emploi extrêmement dynamique, avec un taux de chômage de 3%, donc quasiment le plein emploi, des prévisions de recrutement record pour 2020. On prévoyait 300 000 recrutements en France, un peu plus de 18 000 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 67 000 recrutements dans l'IT. Et le constat qu'on faisait également, c'est que les jeunes diplômés tiraient leur épingle du jeu, puisque ceux qui sortaient sur le marché, 94% étaient en emploi 6 mois après. Force est de constater qu'avec la crise, en mars, on se retrouve avec un effondrement brutal des offres d'emploi. On a eu un pic en plein cœur du confinement de moins 61% d'offres d'emploi en avril. Aujourd'hui, en cumulé par rapport à l'année dernière, on est à moins
moins 28% dans notre région, moins 37% d'offres d'emploi pour les jeunes, et des prévisions de recrutement donc, qui ont été revues bien sûr largement à la baisse, puisqu'on prévoit moins 40% de recrutement, et on voit bien, pour revenir au secteur IT, qu'on a un retrait en termes de recrutement. On se retrouve aujourd'hui dans l'informatique à moins 37% de propositions de recrutement et moins 38% dans la R&D. Donc on voit bien que la baisse des investissements des entreprises provoque un véritable choc sur le marché. Et donc on est dans ce constat, dans cette situation. Et aujourd'hui, il faut le dire, le gouvernement a mis en place un plan de relance économique qui permet de compenser ces difficultés. Et donc, on espère que les choses vont s'améliorer en 2021, mais on est bien dans la continuité pour l'instant face à des incertitudes, notamment sur le premier semestre. Bien, merci Bruno. Alors là, on vous passe des messages assez pessimistes en fait, donc on va maintenant positiver, parce que finalement cette crise qu'on vit aujourd'hui, à la fois une crise sanitaire et puis après, comme l'a dit Bruno, une crise économique, nous amène à réfléchir sur la transformation des organisations, réfléchir sur la transformation des ressources humaines, et donc du coup on va adresser le sujet de l'emploi. Donc qu'est-ce qui va s'offrir en 2021 pour les décideurs RH, pour les collaborateurs et les collaboratrices d'entreprises, en termes d'évolution d'emploi, d'employabilité. Parce que derrière le marché de l'emploi, il y a plein de choses qu'on peut adresser. Alors on a essayé de trouver des angles avec les intervenants. Finalement, on peut bien évidemment, quand on parle d'emploi, parler du monde du recrutement. Comment va se comporter le recrutement en 2021 ? On peut parler aussi de la logique de l'employabilité, donc de développement des compétences. La logique de la rétention des talents, comment les entreprises vont travailler en interne pour retenir ses propres talents. Et donc après, l'engagement des collaborateurs également. Et puis on ouvrira là-dessus. Alors, j'ai une première question, parce que quand on parle justement de transformation des organisations et de transformation de la fonction RH, on se pose la question de la raison d'être, de la quête de sens et des valeurs. Et j'ai envie de laisser la parole à Emmanuel, justement pour que tu puisses me donner les tendances en fait justement sur la réflexion en termes de quête de sens, de raison d'être et des valeurs pour les entreprises. Comment ça se présente ? Oui, alors c'est un sujet, finalement, la crise qui arrive, cette crise, elle permet finalement d'accélérer des tendances qui étaient déjà existantes. La raison d'être, qui d'ailleurs a été inscrite dans la loi Pacte. Donc la raison d'être, c'est un sujet sur lequel de nombreuses entreprises aujourd'hui, à un niveau de gouvernance, donc se sont saisies, effectivement avec derrière cette question du sens qui est aujourd'hui vraiment une question essentielle. À la fois pour les entreprises, alors pas seulement en termes d'image employeur, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à ce titre-là, c'est-à-dire de donner du sens pour attirer et retenir des talents. On sait aujourd'hui que c'est un levier extrêmement puissant, mais aussi parce que, alors, et je pense que les bouleversements de notre société et de notre monde, je parle aussi de toute la notion d'éco-responsabilité qui vient catapulter à un moment donné aussi les entreprises. Et dans nos entreprises, on a aussi des citoyens qui vivent dans le monde. Donc, à un moment donné, l'impact que les entreprises peuvent avoir, leur raison d'être et le sens qu'elles ont dans leur écosystème, tout ça sont des éléments extrêmement importants. Et dans la transformation des entreprises, cet élément est aujourd'hui, j'allais dire, remis sur le haut de la pile en termes de priorité. Typiquement, chez Caporal, pour vous donner un exemple concret, dès 2019, nous avons décidé de travailler sur notre raison d'être. Et ce qui a eu, donc comme je disais tout à l'heure, effectivement, on peut avoir un objectif centré sur l'image employeur, donc vraiment dans une recherche d'attraction des talents en disant voilà à quoi nous on sert et voilà pourquoi vous allez nous rejoindre. Donc ça c'est un premier niveau et on le voit, la notion de raison d'être va aussi servir à l'engagement. Mais je dirais c'est aussi l'engagement interne avec des collaborateurs aujourd'hui qui disent finalement je suis dans cette entreprise, c'est pourquoi faire. Et finalement, quand la réponse c'est je fais des choses qui me rendent fière et qui sont importantes, du coup, je vais avoir envie de rester. Et on va aussi agir donc sur la rétention des talents. Donc aujourd'hui, dans les leviers de transformation de l'entreprise, on voit que cette notion de raison d'être, elle devient pilier, elle devient centrale.
et pas juste un élément de marketing comme on a pu parfois le penser. Typiquement, on entendait parler à un moment donné de greenwashing. Maintenant, on voit apparaître les termes sont toujours très intéressants. On voit apparaître le terme de purpose washing. Donc voilà, au-delà de, moi je dis aujourd'hui les entreprises doivent se saisir impérativement de ce sujet, et je pense que la crise Covid a été encore un accélérateur par rapport à ça, parce que aujourd'hui encore plus que jamais, on se pose la question du sens de nos vies. On l'a vu, les DRH l'ont bien vu pendant cette période de crise. Clairement, on a eu des collaborateurs qui ont remis en cause toute leur vie. À quoi ma vie sert? Quand vous savez, quand finalement l'urgence arrive, tout est revisité. Et donc, à la sortie de crise, je pense que cette recherche de sens et de raison d'être sera d'autant plus importante pour les entreprises pour pouvoir assurer leur continuité et pour pouvoir continuer à la fois à retenir des talents et venir les attirer aussi. Ouais, donc en effet, la quête de sens maintenant prend tout son sens. Aujourd'hui, ça a été accéléré, comme tu l'as dit, Emmanuel, par la crise de la Covid. Donc c'est la première étape finalement à cette transformation et à la réponse à la mutation du marché de l'emploi. C'est comment les entreprises vont réfléchir à leur raison d'être et à leurs valeurs et les diffuser réellement, et que ça ne soit pas, je retiens ton terme, purpose washing du coup. Si on va essayer de faire ça de manière schématique, je pense qu'il y a un certain nombre de décideurs RH qui nous suivent. Donc on va rentrer après dans les logiques classiques finalement d'une chaîne de valeur RH. Donc là, on parle de raison d'être, c'est très macro. Après, il faut savoir que pour répondre à un marché de l'emploi en pleine mutation, il faut que je réadapte aussi mes façons de recruter. Mathieu, alors IBM est une grosse entreprise. Le recrutement fait toujours partie de la stratégie 2021, oui ou non? Et puis après, il y a aussi une volonté d'attirer de jeunes talents. Et donc, comment recruter ces jeunes talents dans un contexte qui a complètement été bouleversé ces derniers mois? Le micro, Mathieu. Non, a priori, le micro ne fonctionne pas, Mathieu. C'est pas grave. Alors du coup, je vais m'adresser à Stéphanie, puisque pareil, en tant que ESN, le recrutement est dans l'ADN d'une entreprise comme la tienne, Laure Alba Conseil, recruter. C'est quoi les tendances 2021 en termes de recrutement, et comment adapter tes méthodes de recrutement en interne par rapport à un marché de l'emploi qui bouge? Je pense qu'aujourd'hui, on va continuer ce qu'on appelle le reuse, ce qu'on a l'habitude de faire avec l'ADN de l'entreprise. Donc nous, on a un ADN chez Laure Alba très fort sur l'écoute, sur la proximité des équipes, sur la cooptation aussi, le parrainage également. Et ça, c'est important, c'est des valeurs culturelles aujourd'hui qu'on essaie de s'approprier. Comment attirer les talents de demain? Eh bien, ne pas oublier la marque employeur, la communication sur les réseaux sociaux, qui est très importante. Et puis, avoir toujours cette proximité envers les nouveaux collaborateurs et leur expliquer que le monde du recrutement a changé, qu'aujourd'hui, nous aussi, le mode managérial, on l'a vu, a changé également, que on est dans une écoute partagée pour nos salariés et un bien-être au travail essentiel. Donc on va réadapter ce que j'appelle chez Laure Alba le happiness officer, afin d'être plus proche de nos collaborateurs et de les attirer, puisque nous on est une petite PME de 100 personnes, ouais. Donc on essaie aussi d'attirer, d'hameçonner les nouveaux collaborateurs avec les moyens du bord également. Ok, parfait. Alors tu gardes le truc de happiness officer, etc. pour après, parce qu'il y a le sujet de l'engagement, donc on voudrait qu'on parle. Mathieu, c'est bon ou pas le micro? Non, toujours pas bon. Donc désolé Mathieu. Du coup Bruno, alors l'APEC aujourd'hui sur les sujets de recrutement, comment l'APEC accompagne les entreprises pour prévoir les recrutements en 2021 et quelles sont les best practices que vous mettez en place à disposition de ces entreprises? Alors sur ces prévisions de recrutement et redire quand même que dans cette période, puisqu'on avait un regard quand même non pas négatif mais factuel sur la situation d'aujourd'hui, pour autant il y a des entreprises qui continuent à recruter et qui peuvent parfois même dans le contexte actuel avoir des difficultés à recruter.
Et ça croise bien sûr cette question de la raison d'être, du sens et du besoin aussi des candidats à avoir un sentiment d'appartenance par rapport à une entreprise, à donner du sens. Et aujourd'hui, nous, on accompagne les entreprises, et notamment dans notre mission d'intérêt général, surtout les TPE, PME qui sont moins structurées sur le plan RH, qui ont moins de moyens, pour pouvoir rivaliser avec d'autres entreprises, pour pouvoir attirer aussi des talents. Et donc, on va aider, on va accompagner sur la question de la marque employeur. Et c'est des sujets qui sont importants, puisque la marque employeur, c'est pas simplement au début du process afficher qu'on recrute, les missions, c'est aussi tout au long du process de recrutement, pouvoir accompagner le candidat jusqu'à son intégration. Stéphanie parlait de parrainage, c'est aussi un sujet important. Il faut que le candidat qui rentre dans l'entreprise, si on veut le fidéliser, eh bien qu'on puisse lui donner à voir toute la trajectoire possible dans cette intégration et éventuellement les formations par rapport aux différents champs de compétences sur lesquels il devra intervenir. Donc c'est un point important et on essaye de faire pour le mieux avec les entreprises sur ce sujet-là. Mais du coup, quand on a préparé cette intervention, Bruno, tu me racontais qu'avec la NDRH, donc avec Emmanuelle, sa présidente sur Provence, vous avez organisé aussi un événement pour les entreprises qui recrutent des jeunes, avec pas mal d'offres d'emploi finalement disponibles, et assez peu, malheureusement, de jeunes qui font la démarche de s'inscrire, mais ne vont pas jusqu'au bout en fait. Oui, alors c'est vrai que c'est un constat qu'on a pu tirer. J'en profite pour saluer Emmanuel qui est là. Avec donc la NDRH Provence, nous avons organisé ce que nous avons appelé les New Job Days. Dans ce contexte, notre souhait, c'était de mobiliser les dirigeants, mobiliser les entreprises qui recrutent et permettre justement une mise en relation avec les jeunes qui sont les premiers impactés par cette situation de la crise, à la fois sanitaire et économique, et donc de créer les conditions de la rencontre entre le monde économique et ces jeunes. Et donc, nous avons organisé tous les soirs, pendant 15 jours, des rencontres avec des recruteurs pour, comme le disait Emmanuel, réduire cette distance qu'il y a entre les entreprises et puis ces jeunes. Et c'est vrai que le constat que nous avons pu faire, c'est que sur à peu près 100 à 110 inscrits à chaque webinaire, nous étions plutôt autour de 30, 40 jeunes présents. Donc c'est vrai qu'on s'est posé un certain nombre de questions et notamment ça nous amène à réfléchir sur qu'est-ce qu'on propose comme outil aujourd'hui, comme environnement pour ces jeunes qui sont d'une autre génération pour pouvoir les capter, les attirer. Et c'est un questionnement que doivent se poser les entreprises et toute entreprise, notamment dans le sourcing et le recrutement de candidats. Ouais, alors plus que des outils, finalement, l'ère alors moi j'appelle ça le post and pray, c'est-à-dire je poste une annonce et puis je prie pour que j'ai plein de candidats qui postulent, ne marche plus dans ce contexte actuel, qu'il va falloir trouver de nouveaux leviers. Et indépendamment des outils, on revient sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est aussi toute cette quête de sens, cette réflexion sur la raison d'être, sur les valeurs qui participent. Tu as évoqué le terme de marque employeur, on ne va pas rentrer dans le débat de la marque employeur, parce que c'est encore un autre sujet, ça va être beaucoup trop long à expliquer, mais c'est logique de marque employeur, c'est quelle valeur je transmets au marché qui va donner envie finalement à des personnes à postuler dans mon entreprise. Donc on est plutôt dans cette démarche. Alors je crois qu'on a récupéré Mathieu, qui a son micro. Voilà. Mathieu, donc du coup sur la partie recrutement, ce que je disais, IBM, gros recruteur, tendance 2021, et puis finalement comment tu vas faire, comment vous allez faire chez IBM pour recruter ces jeunes diplômés qui, comme vient de le dire Bruno et Emmanuel a vécu la même chose, sont hyper volatiles. Alors concrètement, 2021 pour nous va être une année de grande mutation, hein. C'est une année de grande transformation. La presse en est fait écho. Concrètement, aujourd'hui, IBM est en train de totalement se réorganiser. Et notre souci pour l'année qui vient va être essentiellement tourné sur l'attractivité de nos métiers, au sens digital du terme, métier du digital du terme, et sur l'accompagnement des collaborateurs dans leur engagement par rapport à la situation actuelle. Pour ce faire, aujourd'hui, on a quelques outils qui sont à notre disposition. Donc, pour continuer à travailler sur cette notion d'image employeur et auprès de
auprès de l'ensemble des personnes qui sont dans les milieux scolaires. On a lancé un programme qui s'appelle Pitech, qui a trouvé une émanation dans la région, puisqu'on a ouvert une classe Pitech à Gardanne, qui consiste à accompagner une classe de la seconde jusqu'au BTS, niveau BTS, dans les métiers du digital, avec un mentorat qui est accompagné par nos collaborateurs. On les accompagne ainsi dans la quête de sens au niveau local. De manière plus générale, pour essayer d'attirer et participer à la démarche de Good Tech, toujours sur la notion de démarche employeur, on s'appuie sur notre plateforme qui s'appelle Skills Build, sur laquelle j'invite tout le monde à se rejoindre, qui s'appelle skillsbuild.org, sur laquelle vous allez pouvoir trouver 7000 formations gratuites sur le digital, développées par des spécialistes d'IBM. Donc tous ces éléments sont autant d'éléments qui contribuent à travailler sur la notion de continuer à préserver l'image employeur sur le marché, dans le même temps qui nous permettent de travailler sur l'inclusion et la quête de sens de nos collaborateurs à travers ces différents supports. Voilà. Donc du coup, on voit bien l'importance du sujet du recrutement et après l'onboarding finalement, parce que là, on va passer maintenant à l'autre phase, le marché de l'emploi. Ok, il faut attirer les talents. Alors Mathieu, tu viens de l'expliquer, finalement, tu vas aller chercher entre guillemets au berceau les futurs talents IBM en leur proposant des formations, en travaillant sur finalement leur employabilité de demain. Mais c'est un vrai sujet aussi dans le monde de l'emploi, c'est-à-dire que les collaborateurs, enfin le candidat ou la candidate qui arrive collaborateur, collaboratrice dans l'entreprise, il faut travailler sur la rétention des talents. Et la rétention des talents, alors ça c'est moi, hein, ma définition, après je vais laisser Emmanuel me abonder ou me contredire là-dessus. Pour moi, la rétention des talents, c'est les sujets d'employabilité, les sujets de développement de compétences et les sujets d'engagement. Et donc, les entreprises aujourd'hui doivent faire un effort, je vais dire presque considérable au regard du contexte, à pouvoir travailler sur la rétention des talents. Emmanuel, en tant que DRH de Caporal, un secteur qui malheureusement subit de plein fouet la crise, avec pas mal de fermetures de boutiques pendant des temps déterminés, donc très certainement de grosses interrogations de la part des collaborateurs sur leur avenir. Comment tu prends le sujet en main au sein de Caporal sur ces sujets d'emploi, d'employabilité et de développement des compétences ? Oui, parce qu'il va faire la différence clairement. Alors donc nous, juste pour redonner un peu de contexte, Caporal, donc c'est une centaine de boutiques, environ au global 600 collaborateurs, dont un siège qui est basé à Marseille, avec environ 130 collaborateurs. Donc on va dire que ce qui anime nos collaborateurs, et ça peut paraître un petit peu voilà, bisounours, mais c'est une réalité, c'est la passion de ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on a un métier qui est de créer de la mode, donc c'est quand même assez engageant. Des tas d'entreprises ont aussi des secteurs qui peuvent être engageants et en tout cas sur lequel il faut capitaliser. Donc aujourd'hui, oui, c'est difficile, mais pourquoi on va le faire ? On va le faire parce qu'on aime ce qu'on fait, on est fier de ce qu'on fait, aussi parce qu'on est une famille. Donc et cette notion de famille, elle peut même alors nous, on reste effectivement à taille très humaine, petit siège, 130 personnes et 600 collaborateurs, mais néanmoins cet esprit-là de se sentir en famille dans l'entreprise fait qu'on crée un lien, et cette notion du lien, on l'a beaucoup entendu d'ailleurs pendant la crise Covid, comment garder le lien, faire le lien. Finalement, c'est l'essence de l'engagement finalement. Parce que j'ai un lien, et alors le lien il est à plusieurs niveaux, il est déjà avec l'équipe, j'ai un lien avec mon équipe, j'ai un lien avec mon manager, et ensuite j'ai un lien avec le collectif plus global qu'est l'entreprise. Et c'est tous ces liens-là qui font qu'à un moment donné, je suis engagée, et que même si c'est difficile, même s'il y a des questions sur la rémunération, même s'il y a un stress par rapport à la pérennité de l'emploi, tout ça va faire que je vais m'accrocher et je vais rester dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment tous ces aspects-là sur lesquels l'entreprise doit aujourd'hui travailler. Alors nous, chez Caporal, on a fait, déjà pendant la crise, on a fait en sorte de garder le lien, donc avec des outils assez classiques, on n'a pas réinventé l'eau tiède, mais néanmoins, on a accentué la communication avec nos équipes, celles qui étaient à distance, qui travaillaient pas, et qui étaient je parle de toutes nos équipes magasins qui ont été renvoyées chez elles pendant le cœur de la crise. Il s'est agi de garder le lien pendant ce moment-là. Donc on a utilisé un outil qui est dans notre suite 365, il y a un outil de réseau social interne qui s'appelle Yammer, et donc on a communiqué avec
communiquer bien sûr sur la continuité de l'activité, mais mais aussi sur ce que vivaient les gens dans leur quotidien. On s'est intéressé à ce qu'ils étaient. Donc on a partagé des bonnes pratiques, on a fait du sport ensemble, on a fait voilà. Donc on a créé aussi quelque chose d'humain. Vous savez, les gens ils recherchent l'humain aussi dans le travail. Et ça, ce facteur humain aujourd'hui plus que jamais, c'est un facteur d'engagement. C'est vraiment un facteur qui permet de continuer à garder les gens avec nous. Et c'est parce que on est ensemble et qu'on se sent bien, à tous les niveaux que j'ai pu dire tout à l'heure, que il va y avoir cette pérennité. Donc l'outil dont je parlais, le réseau social interne, la communication régulière, la transparence, dire ce qui se passe, même quand ça va pas, mais au moins il y a une communication, qu'elle vienne de la DRH, qu'elle vienne de la direction générale, et les collaborateurs ont été très attentifs à ça. Après, il y a toute la notion du soin qu'on a mis dans cette période aussi et qui a envoyé un message positif. Et les collaborateurs, d'ailleurs, nous l'ont renvoyé en disant, on sait qu'on a été protégés, vous avez pris les bonnes mesures, vous nous avez mis à distance, on a eu des masques quand il fallait, en magasin, il y avait eu des pratiques qui ont été vraiment conformes et sécures, hein, et avant le business. Tout ça aussi sont des éléments qui créent de l'engagement et du lien. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là, au-delà de. Alors après, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le fait de rester ou pas dans une société. Bien sûr qu'il y a le stress actuel de perdre son emploi, et parfois ce stress-là peut devenir plus important. Mais quand vous avez tissé tous ces liens-là, déjà on a on a un bon socle pour continuer avec les équipes. Et moi, je sais que j'ai des équipes qui sont sollicitées, qui viennent me le dire, qui disent, mais j'ai pas envie de partir, j'ai envie de continuer l'aventure, parce que finalement, ce qui se passe chez Caporal, c'est que c'est une aventure humaine. Même si elle est dure, même si c'est pas rose tous les jours, ça me donne suffisamment envie de le faire. Merci Emmanuel. Alors après, hyper rapidement, mais une question, c'est que on a vécu une situation particulière, donc on met en place plein de choses, mais la vraie question, c'est est-ce que demain, dans une situation qui redeviendrait à peu près normale, peut-être même le monde d'avant, est-ce que toutes ces bonnes intentions, vous allez les continuer à les faire perdurer au sein de Caporal? Parce que, on peut se poser la question. Alors, comme je disais, dès 2019, en fait, on avait déjà engagé cette réflexion. Donc, en fait, c'est pas la crise qui nous a fait mettre tout ça en place. Simplement, dans ce contexte de crise, on a mis des choses particulières parce qu'on a ressenti le besoin de resserrer ces liens, comme je disais. Mais dès 2019, on avait commencé à travailler sur notre raison d'être, sur le sens, parce que tout ça, c'est ce que je disais, la crise a accéléré, mais tout ça, c'était des signaux faibles. On sait très bien que nos Gen Z, nos jeunes qui arrivent sur le marché, ont des attentes extrêmement claires vis-à-vis d'une entreprise, viennent la challenger, la solliciter. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, je viens chez vous parce que et je suis venue à l'entretien, j'ai très envie de venir travailler avec vous parce que j'ai vu tout ce que vous faites, que ce soit dans le cadre de l'insertion ou d'éco-responsabilité avec vos produits. On a des gammes de produits chez Caporal qui utilisent du coton bio, du polyester recyclé, bref, tout un programme éco-responsable. Et la personne, indépendamment de son job, elle est venue nous raconter ça, nous dire finalement c'est ça qui a été le déclencheur et qui me fait venir chez vous. Donc voilà, je reviens sur la notion de la raison d'être et du sens, et qui arrivait avant la crise et qui va donc perdurer après la crise. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu d'autres enseignements avec la crise. C'est-à-dire que des choses sur lesquelles on s'est dit oui, c'est bien de le faire, là on l'a remis vraiment, ce que je disais tout à l'heure, sur le haut des priorités, notamment un programme CARE qu'on a appelé comme ça, et qui est de dire on va sortir un peu plus fragile de la crise, et dans ces moments-là, il faut qu'on soigne encore plus nos collaborateurs, parce que finalement, ce sont eux l'essence de l'entreprise, surtout dans une entreprise de commerce, c'est extrêmement important. Et donc, on va s'occuper d'eux du mieux qu'on peut. C'est pas facile, on traverse quand même une crise, avec des chiffres d'affaires qui se sont effondrés, avec des fermetures de magasins et autres. Donc, il y a des choses difficiles aussi qui se passent, on ne nie pas la réalité. Mais autant que faire se peut, on essaie d'accompagner vraiment nos collaborateurs, et post-crise, on va le continuer. On va surtout certainement s'appuyer sur les managers, qu'on va là aussi accompagner avec des programmes de formation pour justement les équiper. Il faut savoir que quand une direction qui parle, elle est toujours relayée par des strates managériales. Donc, c'est d'eux dont il faut s'occuper, qui sont vraiment sur le terrain aussi. Et en tout cas, il est clair que ça ne pourra pas rester au niveau de l'intention ou de juste la période de crise. Si on veut assurer une continuité, une reprise de l'activité, en tout cas au niveau de la gouvernance et de la direction générale,
ça a été clarifié et mis comme enjeu stratégique aujourd'hui. Ok, merci. Alors, avant de laisser la main à Clément, parce que moi, il y a aussi le prisme du développement des compétences qui, moi, m'est important. Mais Clément, en tant que chercheur, tu vas nous donner aussi ta vision sur ce sujet de l'engagement. Avant ça, je vais laisser la parole à Stéphanie qui voulait rebondir sur ce que tu viens de dire, Emmanuel. Oui, parce qu'Emmanuel, c'est vrai que c'est un exemple pour nous sur le territoire, hein, et Caporal aussi. Je pense qu'elle a tout à fait raison sur l'ADN pour garder nos collaborateurs, parce que ça va être l'essence même du socle du chiffre d'affaires de la société, de la productivité. On parle de productivité, mais cette crise a créé de l'empathie en fait. Et je pense que cette empathie fera partie d'un courant essentiel où la clé sera vraiment la confiance entre le management et les collaborateurs. Toujours rester, dans ce que disait Emmanuel, informer, communiquer, améliorer nos outils, ne pas interpréter les mails. Voilà, ça va être une des priorités phares pour 2021. Alors, engagement, moi j'ai toujours le prisme de l'engagement par le développement des compétences. Du coup, Clément, tu es chercheur chez Moodwork, donc une start-up qui traite du sujet de la qualité de vie au travail, justement. Pour toi, est-ce que l'engagement passe principalement ou voire uniquement par le développement des compétences, ou est-ce que ça passe aussi peut-être par le salaire, tout bêtement, ou ça passe par autre chose ? Alors oui, effectivement, là, donc moi je suis chercheur en psychologie, hein, et on a vu notamment dans une étude qu'on a menée chez Moodwork l'année dernière sur cette question de la qualité de vie au travail et au niveau individuel aussi, pas qu'une prise en compte collective, mais vraiment bien agir, comment l'individu peut agir sur sa propre qualité de vie au travail. On a bien remis en lien les besoins fondamentaux, hein, qu'on retrouve dans la littérature, qui sont effectivement, comme tu disais, le besoin de compétences. Ça, on a besoin de se former, d'apprendre de nouvelles choses, d'être sûr qu'on est capable d'agir, de répondre aux besoins de notre travail au quotidien ou de ce qui pourrait arriver dans le futur aussi. Mais il ne faut pas oublier d'autres besoins qui sont notamment le besoin d'autonomie, le fait d'agir et d'agir pour son propre chef, hein, d'être autonome dans ses actions. Ça ne veut pas dire d'être complètement seul et isolé, au contraire, mais c'est de se sentir responsable de ce qu'on fait et de se sentir capable d'agir et de pouvoir agir en lien avec ses valeurs. On a parlé pas mal des valeurs, hein, mais en tout cas d'agir en lien avec ses valeurs. Et aussi un autre besoin qui est primordial, et on l'a bien vu notamment durant l'année 2020 avec la crise, et on voit avec les exemples notamment chez Caporal, du lien et de la relation à autrui, qui est aussi très important pour favoriser cette qualité de vie au travail, là, dans ce cadre-là, mais plus largement la qualité de vie tout court et cette notion de motivation, d'engagement, hein. Donc en travaillant sur ces trois besoins, alors soit de manière plus distincte, par exemple en mettant en place des cours de sport qui vont plus travailler l'affiliation et les relations plus que les compétences, je suppose, mais en tout cas, de pouvoir travailler ces besoins indépendamment ou en commun, ça permet de renforcer cet engagement, cette motivation, en plus, bien sûr, de travailler sur tout ce qui est, on a déjà beaucoup parlé de la quête de sens, ou de la mise en adéquation entre ses valeurs propres et les valeurs de l'entreprise. Parce que si les gens, ce que tu évoquais, un salaire, ça peut être motivant au départ, et les gens vont peut-être répondre à l'offre d'emploi parce qu'il y a un bon salaire, parce qu'il y a une augmentation, etc. Mais ça va pas durer dans le temps et ça va pas favoriser l'engagement en tant que tel. L'engagement intrinsèque, propre à chacun, on va avoir une pression extérieure, mais pas une passion comme on a pu l'évoquer. Merci Clément. Voilà, par rapport à l'engagement, oui. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, une précision quand même pour nos internautes qui nous suivent. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, hein. Je ferai votre porte-parole pour poser des questions aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas. J'ai juste, parce que donc, ce que je retiens Clément, hein, c'est dans cette logique d'engagement, il y a le développement des compétences, il y a l'autonomie, mais pas je suis seul et je fais ce que je veux. C'est l'autonomie, je prends en main finalement un peu mon avenir et l'entreprise m'offre les outils pour prendre en main mon avenir. Et après, il y a la logique d'affiliation. Alors sur cette logique d'affiliation, tu avais commencé à l'évoquer Stéphanie, et je vais poser la même question aussi à Mathieu. C'est en interne, tu parlais de Happiness Officer. Alors c'est un truc dont on parle depuis quelques temps, le Chief Happiness Officer. Madame Bonheur. C'est Madame Bonheur chez toi, c'est ça ? Parfait. Donc Madame Bonheur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ta stratégie ? Alors là, je parle en ton nom de présidente de l'Oralba Conseil, sur la logique d'affiliation. De sentiment d'appartenance. Emmanuel nous a parlé d'un certain nombre de choses pour fédérer les équipes. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Et puis après, pareil, Mathieu, je te laisserai la parole sur la partie IBM. Alors, nous, on a fait effectivement des groupes
sur le premier confinement des groupes Slack et WhatsApp sur nos collaborateurs qui étaient soit en activité partielle, soit en arrêt maladie pour garde d'enfants. N'oublions pas les collaborateurs aussi sur site, sur terrain. Donc tout le monde avait des groupes de travail différents. Donc c'était bien en termes de communication puisqu'on pouvait toujours échanger avec des photos du jour. On a mis en place des points contact aussi le matin à 9h et après des daily meetings pour toujours rester en contact. On s'est quand même aperçu que pendant les 9 semaines du premier confinement, au bout de quelques semaines, certains décrochaient, se connectaient un petit peu plus tard. Donc là, on a changé notre fusil d'épaule. On est reparti sur le terrain pour aller les voir, pour livrer le matériel sanitaire, pour mettre en place aussi une fois par semaine, on appelait nous nos 90 collaborateurs tous les mercredis, puisque certains ont décroché par les mails, et toujours avec des axes de réflexion sur des citations, sur de la bonne humeur, sur du partage. Ce soir, par exemple, on fait notre Noël, nous aussi, digitalisé chez Laure Alba avec des recettes de cuisine, des recettes de cocktails. Voilà, toujours cette proximité pour apprendre à se connaître mieux et à essayer de créer un lien encore plus fort. Parce qu'il y a eu des choses assez négatives, malheureusement, pendant cette crise, mais ce happiness officer, cet élan de générosité et de solidarité entre collaborateurs nous a permis aussi de découvrir des choses magnifiques et des actions très positives. Est-ce que Madame Bonheur va exister encore en 2021, 2022, 2023 ? Oui, alors chez Laure Alba, effectivement, vous le voyez bien à travers le logo de la lionne, qui est quand même maternelle et chasseuse, si je puis dire. Ça fait partie de notre ADN, ouais. Donc ça va continuer et même plus se développer. On va former les managers pour ça également et des référents. Ok, donc on revient toujours à ces logiques de raison d'être, de valeur d'entreprise. Intelligence et après, derrière, il faut construire toute sa stratégie autour de ça, quoi. Ok, Mathieu, de ton côté IBM, sur la partie affiliation, rétention des talents, comment ça marche ? Nous, en fait, on est un petit peu grand pour pouvoir s'axer sur des idées de famille, un peu comme le disait Emmanuel tout à l'heure. Donc, on va plutôt s'axer sur des démarches qui sont liées à ce qu'on avait appelé l'intrapreneuriat, une notion qui est assez répandue, où quelque part, on a lancé une démarche, en particulier en région, il y a à peu près 4 ans. On a invité les collaborateurs à s'associer au niveau local pour faire des démarches bottom-up qui s'inscrivent dans l'ADN de la société, mais qui sont leur propriété, leur projet. On a eu notamment dans la région ici la constitution d'une association qui s'appelle Women at IBM in Provence et qui a été derrière qui s'élargit dans une entreprise, dans une association qui s'appelle Elle à l'Unisson. Ce sont des collaboratrices de notre agence de Marseille qui ont constitué cette démarche en association avec les femmes d'autres sociétés. Et ce qu'on a pu remarquer à travers ces démarches d'intrapreneuriat qui sont très diverses et assez souvent tournées vers le RSE, c'est qu'elles ont été particulièrement résilientes, ces initiatives, dans le cadre de la crise Covid et de la crise économique qui a suivi, dans le cadre aussi du télétravail. On a vu que malgré la distance, pour reprendre cette illustration, les femmes de cette association ont organisé un événement qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes au début du mois de décembre. Dans le même temps, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'implication des collaborateurs dans des initiatives de type RSE, de type formation des jeunes, c'est encore accentué puisqu'on a encore ouvert des classes Pitech malgré le confinement cette année. Et en fait, toutes ces démarches qui visent à permettre à chacun, en toute autonomie, de construire son propre sens au sein de l'entreprise, on essaye plutôt de les accompagner plutôt que de les diriger. Et j'allais dire, c'est vachement efficace. C'est vachement efficace parce que chacun s'y retrouve. Le collaborateur vraiment, il place lui-même le curseur au niveau où il veut. Et derrière, l'engagement, il vient de lui-même. C'est vraiment c'est la motivation intrinsèque et c'est super efficace. On a eu plusieurs démarches de ce type-là. Donc, je parlais de Marseille. On a lancé des initiatives sur l'agence de Lyon, sur l'agence de Strasbourg, et systématiquement, on a vu cet engouement bottom-up qui a, j'allais dire assez efficacement, pris le relais de la communication qui s'est voulue très empathique dans la période de télétravail. Donc, on a eu de par ces démarches, donc une communication qui nous venait de la direction, qui était toujours
très axé sur les mesures sanitaires, sur le soin qu'on devait prendre, sur des collaborateurs, etc. Et dans le même temps, on a porté la communication de ces démarches bottom-up qui sont faites localement. On a énormément d'illustrations locales, des dons de masques, des gens qui ont mis leur travail entre parenthèses pour aller dans des hôpitaux. Donc il y a eu énormément d'illustrations de ces démarches qui sont écloses durant cette crise. L'autre élément que je voulais mettre un petit peu en avant dans cette période, c'est que je pense qu'on s'est aperçu d'un autre élément qui était capital, c'est que autant le soin, l'empathie auprès de collaborateurs est nécessaire, autant cette notion d'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui était venu à point nommé un petit peu, qu'on avait préparé, enfin, sans le savoir de ce qui allait se passer par la suite, un petit peu en amont de la crise. Autant, plus que jamais, je rejoins complètement Stéphanie, le lien des collaborateurs avec leur manager direct est devenu crucial. Il s'est totalement transformé, il est beaucoup plus empathique, on est beaucoup plus sur cette notion de relation de confiance, à mon sens, sur des relations qui sont beaucoup plus one-to-one que one-to-many. Mais par contre, ce rôle du manager direct des équipes est devenu un point d'attention essentiel pour notre organisation aussi. Bruno, Voilà. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, peut-être simplement dire que la crise et le confinement, je pense, ont appris un certain nombre de choses, et notamment peut-être un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi près les uns des autres, aussi proches que dans la distance. Et je pense que ces notions d'empathie, de proximité des managers avec leurs équipes, alors que les équipes étaient chez elles, eh bien, je pense c'est un enseignement pour l'avenir. Alors, je ne sais pas si on reviendra au monde d'avant. Ce qui est sûr, c'est que, vous le savez, les partenaires sociaux ont signé un accord de télétravail qui encadre cette nouvelle organisation. On a sorti une enquête qui montre que 85% des cadres souhaitent aujourd'hui être en télétravail, 87% pour les jeunes, les moins de 30 ans. Donc ça veut dire que en termes d'organisation, il va y avoir quand même beaucoup de bouleversements, et qu'il va falloir aussi apprendre à intégrer une sorte de nouveau paradigme, qui est quand même le travail à distance et aussi l'articulation entre le présentiel, le distanciel, et puis comment on recrée du lien, de la cohésion. Et donc ça veut dire que nécessairement on va être obligé de développer de nouvelles compétences, et je pense que ça c'est un point important pour l'avenir. Une toute dernière question quand même à Clément aussi, parce que je sais que chez Moodwork vous avez sorti un livre blanc sur au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT. Parce que là on parle beaucoup d'intelligence collective, on parle beaucoup d'équipe, mais finalement l'individu prend tout son sens en 2021. Alors est-ce qu'on revient vers l'individualisme et on abandonne cette intelligence collective, ou alors il faut réussir à composer avec les deux ? Alors oui, effectivement, l'année dernière, on a fait donc ce que j'évoquais tout à l'heure, une étude sur cette question de la QVT, de l'individu justement au cœur de la QVT, parce qu'on pense qualité de vie au travail de manière globale et souvent du haut vers le bas, mais on se rend compte que l'individu déjà peut agir lui-même pour sa QVT. C'est d'ailleurs ce qu'on propose en partie chez Moodwork, avec aussi des accompagnements par des psychologues pour accompagner les gens dans leur bien-être au travail. C'est bien le bien-être au travail, c'est bien un système global, donc c'est bien l'individu au sein du collectif et le collectif qui a un impact sur l'individu. Je pense qu'il faut voir ça comme on évoquait la relation entre manager et salarié qui est aussi très importante, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que l'individu peut faire, lui, dans son quotidien, et quel est ce que j'évoquais, sa liberté d'action, ses valeurs, ses besoins, tout simplement. Mais aussi, qu'est-ce que, de son côté, l'entreprise ou son organisation, le collectif, peut aussi répondre à ses besoins. Et c'est une adéquation entre ses besoins à lui et les besoins de son environnement. C'est bien ça qui va permettre aux gens d'être engagés, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais tout simplement d'être épanouis dans leur travail, dans leur structure, d'être en relation avec autrui, d'être compétents, voilà, ce genre de choses. Donc c'est bien un échange, une adéquation, c'est un système complet au sein du travail
de pouvoir. Mais je répète quand même que l'individu a une part quand même de responsabilité, une part d'action qui va déjà, s'il prend conscience de ce qu'il peut faire lui, ça va déjà aller mieux, si ça n'allait pas très bien, mais en tout cas, ça va améliorer, ça va le renforcer dans son bien-être au travail, dans son engagement. Ça, c'est déjà beaucoup. Merci Clément. Je ne sais pas si on a d'autres questions ou pas d'internautes. Non, alors on arrive à la fin de ce webinaire. Ça va finir dans 2 minutes, mais je vais essayer de résumer finalement un peu tout ce qu'on s'est dit. Plus des conseils, encore une fois à vous, décideurs RH qui nous suivez, et puis vous autres également sur l'avenir. On est en pleine mutation, on l'a compris. Bruno, tu as évoqué la notion de changement de paradigme. J'en suis convaincu, on change de paradigme en ce moment. Il y a un vrai sujet, il faut que les entreprises travaillent sur leur raison d'être, les valeurs, vous l'avez vu illustré par Emmanuel. Ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Je pense que beaucoup ont déjà engagé ça. Ils vont devoir les réengager encore plus sur 2021. Et après, sur la mutation du marché de l'emploi, alors on ne va pas revenir encore sur des généralités, la jeune génération, l'intelligence artificielle, etc. etc. Néanmoins, il faut travailler sur ces notions d'employabilité, pouvoir travailler sur votre marque employeur, attirer les talents, chercher de nouvelles façons d'attirer ces talents-là, et surtout travailler sur la notion de rétention des talents et amener vos collaborateurs et vos collaboratrices à développer leurs propres compétences tout en leur proposant un environnement de travail adéquat et finalement cette logique d'autonomie dont tu as parlé Clément. Alors après en ouverture, tu m'avais fait une remarque Bruno que je trouvais très judicieuse. C'était de dire, ouais, maintenant, il y a une crise économique. Alors, elle arrive, elle va arriver, elle est déjà présente dans pas mal de secteurs. La crise économique va forcément impacter le marché de l'emploi. Et derrière, les entreprises vont moins recruter. Donc, il va y avoir un sujet vraiment, encore une fois, autour des compétences. Et je vais mettre des buzzwords. Emmanuel, je sais que tu aimes bien ça. Tout ce qui est upskilling et reskilling. C'est comment travailler avec mes collaborateurs pour les faire monter en compétences ou les faire diriger vers d'autres métiers, parce qu'à un moment donné, il va falloir se réinventer avec l'effectif qu'on a à l'instant T. Donc ça c'est un sujet, enfin, je ne sais pas si tu es OK avec ça, Bruno, d'upskilling et de reskilling, qui est une grande tendance à venir. Donc je vous invite à travailler là-dessus. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter, puisque maintenant on a terminé notre temps à distance? Emmanuel, un dernier mot peut-être? Emmanuel qui a l'air gelé. Non, si, moi j'avais une remarque par rapport à ce que tu viens de dire, justement, cette idée de développer les compétences et upskilling et reskilling. Ça va aussi avec le sentiment, ce qu'on appelle côté plutôt recherche, les sentiments d'auto-efficacité. C'est vraiment le sentiment que les gens se sentent capables d'agir, alors pour des choses qu'ils font actuellement et pour des choses qu'ils pourraient faire dans l'avenir. Donc ça va bien avec cette idée de mutation possible de l'emploi, de changement organisationnel, ce genre de choses, qui est effectivement à travailler pour valoriser l'individu et pour toujours dans l'idée de travailler sur son bien-être, sur son engagement, sur sa valorisation. Donc c'est le sentiment d'auto-efficacité, pour employer un autre terme que upskilling et reskilling. Et puis bon, alors je vais parler au nom d'Emmanuel, je vais me permettre. Mais pareil, il y a aussi le télétravail. Alors ça ne s'applique pas à tous les salariés, mais il y a le télétravail. Il y a une mutation du monde du travail. Et je sais que c'est un des sujets de la NDRH Provence. Un des chantiers sur 2021, c'est la réflexion justement sur les stratégies autour des tiers-lieux. Et c'est comment proposer dans un tissu économique local une nouvelle façon de travailler. Pas forcément que du télétravail. Moi, je ne suis pas pour le 100% télétravail. Le présentiel à 100% l'entreprise, on n'y reviendra très certainement pas, sauf peut-être chez toi, chez Laura Alba Conseil, des personnes qui sont obligées d'être en mission chez des clients. Donc ça, on ne pourra pas... Toutes les ESN. Toutes les ESN. Mais néanmoins, il y aura une vraie réflexion aussi d'un point de vue territorial, en tout cas sur la région, sur proposer ces fameux tiers-lieux. Bon, bref, si vous voulez en savoir plus, parce que RH et emploi, c'est très vaste, adressez-vous Made in Soft, ANDRH, l'APEC également, le Lab RH aussi, et puis tous les intervenants que vous avez eus. Merci à vous, merci Stéphanie, merci Bruno, Alexandre, merci Emmanuel, merci Clément, merci Mathieu. J'espère que ça vous a plu. Bonne matinée, à très bientôt.